et voir ce qu'elle dit de nous. Et vous êtes allé cette semaine sur Netflix pour aller nous dénicher cette mini-série de 5 épisodes qui fait de plus en plus parler d'elle, d'ailleurs, Hostage. Oui, Hostage, 5 épisodes d'1 heure, c'est totalement conclusif. On est bien dans la mini-série. Elle a été tout un temps en première des séries les plus visionnées. Donc, je vais vite la pitcher, poser le cadre. On est dans une époque contemporaine. La première ministre britannique est confrontée à la plus grave crise sanitaire, on va dire, du siècle de son pays. Une quantité de médicaments primordiaux ne parviennent plus sur l'île, et notamment des médicaments anti-cancer. Donc, c'est une très grave crise, et il semble que seule la France a les capacités d'apporter une solution à très court terme. Mais voilà que la présidente, donc vous entendez, une première ministre, une présidente, c'est important, mais que la présidente, qui elle-même est en course pour un second mandat, s'attend à négocier âprement son aide. Elle demande une contrepartie très importante pour cet apport de médicaments. C'est de carrément installer les douanes, l'armée française sur le territoire anglais afin de gérer le flux de migrants. Donc pour l'Angleterre, ce serait un camouflet extraordinaire, une cessation de sa souveraineté territoriale en échange donc de ces médicaments primordiaux. Ça, c'est la toile de fond. Et puis là-dessus vient se greffer une seconde intrigue qui est le kidnapping, l'enlèvement du mari de la première ministre, lui-même médecin sans frontières, qui est kidnappé alors qu'il est en Guyane, un territoire français d'outre-mer. Les revendications des kidnappeurs sont très claires et explicites. C'est la démission pure et simple, immédiate de la première ministre. Évidemment, céder au chantage, c'est créer un précédent. Et ce précédent, ce serait que plus jamais aucune famille de dirigeants importants ne serait en sécurité. Donc c'est intolérable. Donc ça c'est le début de la série, des intrigues. Donc ça nous pose toute une série de questions. La série, je vais le dire clairement, elle est surtout intéressante à analyser par ses prémices, donc par ce contexte, par cette toile de fond. On a donc cette grave crise sanitaire qu'on peut voir aussi comme un effet du Brexit, et finalement une Angleterre plus esselée qu'auparavant, qui n'a plus le soutien de l'Union pour peser sur certains marchés. Mais on a aussi ce thème de l'extrême droite, puisque la présidente française, on le comprend très bien, qui brigue un second mandat, va clairement braconner sur les terres de l'extrême droite. Elle est elle-même plutôt de droite, mais donc elle doit mettre en avant comme ça des intentions, on va dire, anti-migration, immigration, pour justement bloquer l'avènement du candidat du Rassemblement national, c'est pas cité comme ça, mais de l'extrême droite. Et puis ça pose des questions sur la gouvernance, aujourd'hui la gouvernance au féminin, puisqu'on a ces deux personnages féminins qui vont comme ça rentrer dans un bras de fer, c'est assez intéressant. Et puis bien sûr la personnification et l'incarnation de la politique et la violence justement que peut subir les représentants politiques. Ce sont vraiment les trois thématiques qui vont s'extraire. Donc on a d'abord cette crise migratoire et ce contexte post-Brexit qui nous interroge, la question des flux migratoires qui seraient un danger pour notre mode de vie. Ça, c'est une petite musique qu'on entend maintenant depuis très longtemps, qui nourrissent évidemment, les voix pour les extrêmes, et l'extrême droite particulièrement, forcément. Et donc, on voit une présidente française qui est incarnée par Julie Delpy. Je l'ai pas dit, mais on retrouve des actrices quand même de haut rang. Oui, Suzanne Jones aussi. Exactement. Suzanne Jones qui joue la première ministre et Julie Delpy, la présidente française, et qui donc est une femme froide, une femme calculatrice, une habile politique, mais qui, on le sent quand même, doit transiger avec certaines de ses convictions en allant justement sur ce territoire de il y a trop d'immigrants, etc., je vais mettre un terme à ces flux. Donc ça la travaille quelque part, mais en même temps elle se pose comme une véritable femme d'État, c'est-à-dire qu'elle a cette capacité à se poser au-dessus finalement de ses intérêts propres, parce qu'elle aussi va faire l'objet d'un chantage personnel. Quand on parle de personnification des attaques contre la politique, d'un côté on a la première ministre qui a perdu son mari, donc il y a un chantage clairement exercé, puis de l'autre, sans en dévoiler trop, la présidente française va aussi subir cette forme de pression. Et puis de l'autre côté, on a les Anglais qui subissent donc les conséquences. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette pénurie médicamenteuse ? C'est pas explicitement énoncé. Ce qu'on comprend, c'est que c'est le résultat de politiques antérieures, et notamment évidemment du désinvestissement progressif, lent, mais continu dans l'État social. Et ça nous parle à tous, le désinvestissement dans l'État social. Il n'y a qu'à voir, ne fût-ce qu'aujourd'hui, l'État, les propositions qui sont faites, plus que des propositions, des décisions qui sont prises par notre propre gouvernement chez nous, en Belgique, quand on parle de désinvestissement dans l'État social. Et puis, bien sûr, que ça vient accentuer les effets présumés de ce fameux Brexit, et le fait que les partenaires d'autrefois, pour les Anglais, c'est-à-dire nous, les Européens, sont aujourd'hui devenus des rivaux sur les marchés, comme le marché des médicaments.
Le deuxième thème que je voudrais aborder, c'est la personnification des politiques et la violence à l'encontre de ces représentants. Les premières images du premier épisode sont intéressantes pour ça. On voit le couple britannique, enfin le couple, donc la future première ministre et son mari, en forêt se balader pour avoir une discussion assez importante sur est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Autrement dit, est-ce que je monte au 10 Downing Street ou pas, et son mari de lui dire si, vas-y, parce que tu vas faire une différence. Donc tu as des convictions, tu vas apporter une différence. Et donc, la question qui se pose, c'est que le politique, lui, il assume quelque part les décisions qu'il va prendre, il assume d'être au premier plan et de recevoir aussi toute la déception, toutes les mécontents, finalement, il y a toujours des mécontents dans les décisions qu'on doit prendre, parce qu'il y a des décisions qu'on doit prendre et qui sont impopulaires aussi, si on n'est pas populiste, justement. Et donc, forcément, elle est prête à subir ces conséquences, mais pas son entourage. Il n'y a pas de raison que l'entourage d'un politique ait à subir dans sa chair les conséquences de la vie publique. C'est une thématique qui était fort abordée aussi dans la série Borgen. Vous vous souvenez que j'ai chroniqué la série danoise extraordinaire aussi, sur la vie, comme ça, au long cours d'une femme politique de haute influence. Et donc, il n'y a pas de raison de stigmatiser toutes ces rancœurs, et qu'en tout cas ça s'exprime sur des pressions qui seraient faites sur l'entourage finalement des hommes et des femmes politiques, peu importe. Déjà, c'est relativement inacceptable que ce soit sur la personnalité politique. Encore récemment, même chez nous, on a entendu des politiques qui avaient reçu des menaces de mort, et alors d'autres politiques de répondre ça c'est le lot de nous tous responsables finalement. Est-ce que c'est pour autant acceptable? Non, évidemment, il faut enquêter, mais ce qu'il est vraiment pas, c'est évidemment de s'attaquer à l'entourage directement, et donc ça pose la question aussi de la place que la sphère privée peut avoir dans des décisions stratégiques majeures, finalement. Oui, ce qu'il y a, c'est la question on attaque un homme ou une femme politique sur sa politique, ok, mais on l'attaque pas de manière... ici, il y a des attaques quand même physiques, c'est des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Et c'est ça aussi qui est dénoncé. C'est ça qui est inacceptable dans notre démocratie. C'est une recrudescence aujourd'hui dans ce sens-là. Il y a aujourd'hui, on vit dans une période de violence politique exacerbée. On voit bien que là où il y a quelques années encore, il y avait une forme de retenue, ne fût-ce qu'entre politiques, ne fût-ce que dans les discours, les mots utilisés. Mais du coup, ça renvoie l'image dans la société que c'est acceptable finalement d'être aussi agressif, et que le pas peut être franchi. Des assassinats à portée politique. Charlie Kirk, si on voulait faire un petit raccourci un peu facile, récemment. Mais alors, c'est pas nouveau évidemment que les politiques soient la cible comme ça des mécontents, stigmatisent les rancœurs, etc. Mais on avait réussi à contenir, ou en tout cas à faire en sorte que des institutions aussi soient garantes finalement d'une forme de sécurité. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça se délite, et que du coup, on a affaire à de plus en plus un gymkhana, quand on parle de politique, d'une agressivité exacerbée. Et forcément, la société civile qui voit ça, elle se dit que tout est permis et que je peux aussi finalement attaquer de manière plus personnelle les responsables politiques. Et ça, c'est évidemment, c'est une dérive sur laquelle il faut être très attentif et qu'il faut reprendre absolument. Et le dernier point, alors, on a deux personnages féminins très forts. Alors, on est presque de l'ordre du fantasme, pour ce qui est de la France. Une présidente française, ça n'est jamais arrivé. Peut-être que d'ici peu, ça serait une réalité. Une première ministre anglaise, il y en a eu des fameuses. D'ailleurs, le personnage est très pragmatique dans son approche, très dur aussi. Ça fait penser quand même à une Theresa May et à une Margaret Thatcher, qui sont les deux femmes qui sont passées au 10 Downing Street. Et donc, mais ça nous pose quand même la question, c'est est-ce que une responsable politique apporte forcément une autre sensibilité, une autre façon de faire de la politique, une autre façon de gouverner le politique? Oui et non. Alors, on va pas tomber dans les caricatures et la conversation de comptoir, et voilà, les femmes sont plus sensibles, les hommes sont plus durs, et ci et ça. Mais n'empêche que dans la série, on n'échappe pas à la réflexion de vous êtes gouverné par vos émotions, madame la première ministre, laissez-nous faire, nous, on cherche à l'écarter, puisque finalement, avec son mari comme ça, qui est enlevé à l'autre bout du monde, est-ce qu'elle est encore capable de réfléchir, cette dame, etc. Alors que ce qui est montré aussi, c'est que les hommes sont tout autant, si pas plus, gouvernés par leurs propres émotions. C'est juste que les émotions sont de nature différente. Ici, dans l'intrigue, je vais pas trop dévoiler, mais ce cheminement, cette prise d'otage, etc., cette pression, elle est aussi le résultat de décisions politiques qu'elle-même a prises dans un autre poste, alors qu'elle était encore secrétaire à la Défense. On revient sur les idées que on est dans une phase, dans un momentum où les investissements dans l'armée, dans les engins de guerre et autres, ça, il n'y a pas de problème. Les milliards, on les trouve partout. Et que de l'autre côté, on va rogner sur toutes les politiques sociales. Là aussi, les auteurs, ils posent, là, clairement, ils n'ont pas été chercher très loin le cadre et l'environnement de leur intrigue. Et ils vont dans un terreau qui est déjà préexistant, quand on voit le système de soins de santé en Angleterre, par exemple, qui manque de tout, y compris de médicaments. Donc, il y a quand même déjà des choses qui sont préexistantes.
Mais tout à fait. Et la question qui est posée de manière parfois un peu caricaturale, on est sur 5 épisodes, c'est rapide et tout, donc on n'est pas forcément dans quelque chose de toujours très fin. Mais en gros, c'est une série. C'est une série, voilà. Et c'est très divertissant. Et je vous dis, c'est dans les prémices que c'est aussi très intéressant. C'est en gros, on va avoir deux tendances. C'est d'un côté la gouvernance masculine, on va dire, hein, faite de force, de pression, de menaces. Et de l'autre côté, une gouvernance faite plus à partir de l'empathie, de l'écoute, et avec aussi un engagement sur la transparence. Il y a une petite morale aussi à la fin du dernier épisode, voilà, sans la dévoiler, justement, sur cette notion de transparence et de gouverner en transparence, d'être honnête envers le peuple. Finalement, une démocratie, normalement, c'est le peuple qui dirige via des représentants, mais aujourd'hui, on l'a perdu de vue de plus en plus. Vous savez, 70% des Belges francophones sont persuadés que les politiques sont aujourd'hui complètement déconnectés de la réalité. Et je terminerai juste, en parlant de la féminisation, vous avez vu encore récemment le sondage, le baromètre des personnalités politiques préférées des Belges francophones, qui arrive une fois de plus en tête, Sophie Wilmès. C'est quand même étonnant, c'est la seule première ministre qu'on ait jamais eue en Belgique. C'était il y a plus de 5 ans, c'était il y a 5 ans. Elle n'est plus tout à fait aux affaires aujourd'hui, et pourtant, elle reste l'image de cette première ministre qui nous a un peu maternés, qui s'est occupée de nous pendant cette fameuse crise du Covid. Et voilà, ça nous renvoie à une époque où le féminin gouvernait à la Belgique et où les choses se passaient différemment. Un peu de nostalgie. Là-dessus, ça a dit beaucoup sur notre état d'esprit. Et puis on était en état de crise. Je dis ça, je dis rien. Oui. Merci beaucoup, Julien Avec Sille. grand plaisir.